Si l'on exclut la copie de Wolfenstein 3D qui traînait sur le PC familial, Turok est mon premier FPS. J'avais vraiment aucun intérêt pour le genre à l'époque. Mais Turok allait me faire franchir le pas vers ce qui allait devenir l'un de mes genres préférés, avec le meilleur argument possible, des dinosaures. Parce que les dinosaures, c'est cool. Petite précision avant d'aller plus loin, la version testée ici n'est pas l'original de 97 sorti sur Nintendo 64, mais le remaster par Night Dive Studios de 2015. Quitte à évaluer un jeu vidéo aujourd'hui, autant le faire sous sa forme la plus moderne. Alors c'est parti, voyons si la chasse aux dinos est aussi fun aujourd'hui qu'elle l'était à mes 12 ans. On va pas se mentir, le jeu est très daté sur le plan technique. Voyez donc la tronche hallucinée de Turok et ses grosses paluches difformes. Observez bien ces polygones détachés les uns les autres, articulés comme des figurines. Si ça c'est pas un jeu de 97 pur jus. C'est même pas mauvais pour l'époque. Turok mène la charge des FPS sur 64 et GoldenEye sortira quelques mois plus tard. Les versions de Doom, Hexen et Duke Nukem sur la même console ne sont pas encore sorties, et Turok fait carrément moderne par rapport à ceux-ci. Il n'a pas non plus à rougir face aux jeux PC de l'époque. Quake, Quake 2 et Hexen 2 sont les seuls jeux à être déjà passés au modèle polygonaux pour les personnages et pour les armes. Blood, Outlaws et Shadow Warriors sortent la même année et proposent encore des sprites. Turok est en fait situé pile au milieu de cette transition vers la 3D globale. Et comme on est en pleine révolution technologique, les jeux de l'époque ont forcément beaucoup vieilli. Mais ça veut aussi dire, selon moi, qu'ils ont aussi leur petit charme désuet. Comme on n'avait pas encore vraiment les recettes, tout le monde faisait un petit peu les choses à sa sauce. Ça donne à chaque FPS de la période une apparence vraiment unique. En tout cas davantage qu'à l'époque où tout le monde copiait Doom, ou dans l'avenir proche où tout le monde allait copier Half-Life. En parlant de phénomène obsolète ayant néanmoins son petit charme, le brouillard de guerre que vous voyez ici, présent pendant tout le jeu, est bien évidemment dû aux limitations techniques de l'époque, en termes de polygones et de distance d'affichage. Mais il participe aussi à donner une ambiance un poil plus inquiétante au jeu, surtout que les ennemis n'apparaîtront jamais de très loin. Du moins, ça, c'est sur le réglage d'origine. Vous pouvez choisir d'éloigner un peu le brouillard dans cette version. Là, c'est une question de préférence. Pour ma part, j'ai préféré garder le réglage de l'époque. Les animations en revanche étaient absolument bluffantes pour l'époque, extrêmement dynamiques et fluides, bien qu'un tantinet exagéré. Mais si elles manquent un peu de subtilité aujourd'hui, on peut encore apprécier tout le travail qu'elles ont dû représenter à l'époque. Et continuer à rire des plus ridicules. Concernant les niveaux, il y en a 8, alors je vais pouvoir tous les montrer ici. Je vous présente dans l'ordre le centre, la jungle, l'ancienne cité, les ruines, les catacombes, le village arboricole, les terres perdues, et pour finir, la confrontation finale. Non, je suis pas en train de me moquer de vous, c'est une vraie représentation honnête de la diversité des décors du jeu. De la jungle, des ruines et des huttes. Il faut attendre le tout dernier niveau pour voir quelque chose d'un peu différent, avec un décor high-tech malheureusement un peu impersonnel. C'est juste des couloirs. La sélection d'ennemis en revanche est un peu plus éclectique, dirons-nous. Déjà chez les humains, vous croiserez toute une ribambelle de mercenaires, de natifs américains, de mayas, aux looks et aux armements très différents. Les non-humains pour leur part iront des dinosaures cités dans le titre aux énormes purlines, en passant par des insectes géants, des plantes carnivores ou des soldats aliens. En fin de jeu, on rajoute à tout ce petit monde des éléments mécaniques, quitte à même les transformer en cyborgs, parce que bon, au point où on en est. Alors oui, ce bestiaire, c'est un peu la fête du slip, mais c'est assez cohérent avec l'univers du jeu, celui des Lost Lands dont on reparlera un peu plus tard. La musique de Turok, c'est avant tout un appel à l'aventure, faite de sonorités tribales et sauvages relevées de samples électro bien sentis et bien dosés. La BO est une excellente représentation des Lost Lands, à la croisée des mondes entre l'ancien et le moderne, un peu comme le jeu lui-même en fait. Les thèmes ne resteront pas gravés dans votre mémoire, ils sont avant tout là pour assurer l'ambiance et accompagner l'action du jeu, ce qu'ils font à merveille.
Même constat pour les sons qui, s'ils ne sont pas très réalistes, évoquent de manière convaincante un monde inspiré de science-fiction et d'aventure. Les tirs des armes fonctionnent pas mal mais manquent peut-être un peu de patate, à part le lance-roquette. Lui, le lance-roquette, il envoie du pâté. Les cris des ennemis sont franchement marrants et donnent un petit accent série B au jeu qui est pas pour me déplaire. Mais le gros point fort du jeu sur le plan sonore, et qui passe assez facilement inaperçu, c'est les bruits de pas des ennemis, qui sont excellents en termes d'ambiance, surtout associés au brouillard, mais aussi en termes de gameplay, en vous informant de la position des ennemis en temps réel. Et je n'ai aucun doute que c'est un élément de design volontaire de la part des développeurs, parce que certains ennemis font un sacré barouf quand ils trottent. Pour finir, des cris d'animaux lointains viendront habiller le jeu pour le rendre encore un peu plus vivant. Vous incarnez Talset, premier porteur du titre de Turok, enfant de la pierre, natif de la planète Terre et dernier représentant de la tribu Sakin. Avant de mourir, le chef de la tribu vous téléporte dans les Terres Perdues, un monde à part où confluent des éléments des autres mondes, ce qui explique le joyeux bordel qui peut y régner. Secouru par les tribus locales, vous devenez le défenseur de votre terre d'accueil. Celle-ci est menacée par le Campaigner, un guerrier cyborg menaçant de reformer le Chronosceptre, un artefact capable de fracturer l'espace et le temps afin de dominer les Lost Lands et de conquérir les autres mondes. Oui, c'est totalement bidon et c'est juste un prétexte à tout le foutoir que vous verrez dans le jeu ainsi qu'une excuse à une bonne vieille chasse au MacGuffin. Mais ça a au moins le mérite de placer le jeu dans un contexte un peu plus original et intéressant que ce qu'on a vu jusque-là dans le genre. Turok se contrôle comme à peu près n'importe quel FPS moderne. Vous serez en revanche peut-être un petit peu dépaysé par les mouvements qui semblent flotter. La caméra se déplace constamment de gauche à droite comme pour simuler les pas du personnage. Vos bras visibles à l'écran suivent le mouvement et finissent de donner un aspect un petit peu cartoonesque à vos déplacements. On voit clairement ici un décalage entre la volonté du développeur et le rendu final. Ça rendait sûrement mieux à l'époque, ça reste un peu amusant aujourd'hui. Et puis si ça vous dérange, vous pouvez largement réduire le phénomène dans les options du jeu. Dans l'ensemble, ça se contrôle bien, c'est plutôt agréable, mais ça manque un petit peu de précision par moment. C'est pareil pour la visée, mais là, le manque de précision est compensé par des hitbox hyper généreuses, au point d'être parfois totalement ridicules. Vous verrez parfois les ennemis s'effondrer alors que vous auriez juré les avoir manqués. Ça, c'est probablement un vestige de la version 64. Parce que quand on joue avec ce machin-là, la visée a plutôt intérêt à être indulgente. Et tant qu'on est en train de parler de visée, faisons un petit tour rapide des armes. Le couteau sera votre seule arme de mêlée, mais elle reste plutôt efficace pendant toute la partie, alors ne la sous-estimez pas, elle vous permettra sûrement d'économiser des munitions et vous en aurez besoin. L'arc est votre première arme à distance, et franchement je suis désolé pour les personnes qui étaient impatientes de jouer à l'Indien, parce que cette arme est dès le départ complètement inefficace dans toutes les situations. Heureusement, elle est très vite améliorée grâce à l'ajout de flèches explosives qui elles sont dévastatrices. Le pistolet, c'est de la merde. Le fusil à pompe est pas mal, surtout qu'il est efficace à mi-distance et qu'il a aussi des munitions explosives. Le fusil d'assaut 3 coups est une amélioration du pistolet. Le lance-grenade est monstrueux et sûrement l'un des meilleurs que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. En plus, il a un petit bug rigolo qui permet de jouer à l'infini avec les cadavres. Le fusil plasma est puissant, efficace et précis à toute distance et c'est probablement l'arme la plus fiable du jeu. Le minigun est un monstre, que ce soit dans ses dégâts ou dans sa consommation de munitions. Le lance-roquette est non seulement l'une des armes les plus puissantes du jeu, mais peut-être aussi la plus fun. Ses animations et ses effets sonores et visuels le rendent vraiment très satisfaisant à utiliser. En plus, suite à une petite erreur des développeurs dans la distribution des munitions, vous en serez arrosé en permanence, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. L'arme alien en revanche est tellement pourrie que j'ai le plus grand mal à la considérer comme fonctionnelle. J'espère franchement que ses dégâts pathétiques par rapport à sa consommation de munitions sont le fruit d'un bug, mais en tout cas elle est à fuir, les autres armes à énergie sont beaucoup plus efficaces. L'accélérateur de particules peut être chargé pour envoyer une série de projectiles qui traversent et pétrifient tout sur leur passage. Plutôt efficace bien qu'un peu lent, mais surtout très fun. Le canon à fusion est plutôt explicite. Et pour finir, le Chronosceptre, une arme totalement optionnelle dont vous devrez aller chercher les morceaux à travers les niveaux si vous souhaitez l'assembler, est tout simplement l'arme la plus puissante du jeu, capable de démolir n'importe quel boss en quelques coups. Voilà, en somme, une sélection d'armes très fun, même si elle n'est pas toujours très bien équilibrée. Il n'y a pas de réelle stratégie autour de celle-ci non plus. N'importe laquelle peut être utilisée contre n'importe quel ennemi, ce sera une affaire de préférence, mais peut-être surtout une affaire de munitions.
Non seulement parce que certaines de vos armes ont des stocks de munitions maximum particulièrement limités, mais aussi parce que les munitions elles-mêmes sont distribuées de manière un peu chaotique. Elles sont souvent présentées par lot. Vous ramasserez un certain type de munitions en grande quantité en une fois, mais vous n'en verrez plus pendant un certain temps. Cela crée des moments de tension intéressantes dans la gestion de vos munitions au fur et à mesure que vos armes se vident. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, c'est que le jeu a tendance à être assez pingre au niveau global. Donc, si vous souhaitez avoir assez de munitions, vous devrez apprendre à ignorer la grande majorité des ennemis de mêlée, dont la quasi-totalité des dinosaures. Je me permets de rappeler ici le sous-titre du jeu, Dinosaur Hunter. Alors, c'est sûr, ça sonne mieux que Dance with Dinos, mais ça ressemblerait presque à de la publicité mensongère là. Blague à part, les deux derniers niveaux sont abominables sur ce point. Si vous souhaitez vous en sortir, vous allez devoir esquiver des ennemis dangereux parce qu'ils sont aussi extrêmement résistants. D'ailleurs, parlons-en des ennemis. Comme dit plus tôt, ils sont plutôt variés. Les mercenaires portent le plus souvent les mêmes armes que vous, ce qui les ancre très bien dans le jeu. Les autochtones, pour leur part, utilisent des armes traditionnelles telles que machettes, lances et sarbacane, ainsi que de la magie. À côté de ça, la pléthore d'animaux et de monstres que vous croiserez ont chacun leurs propres attaques uniques. Si tout ce petit bestiaire est plutôt varié dans la forme, il l'est un peu moins sur le fond. L'IA est archi basique et se contentera de vous chasser et de vous tirer dessus avec peu d'égards pour sa survie. Les choses allaient déjà changer côté IA avec Quake 2 et GoldenEye, et dès 98, Half-Life allait poser les nouveaux standards du genre. Turok, c'est un peu la fin d'une époque. Là où Turok se démarque encore de ce qui se faisait avant lui et après lui, c'est dans son approche du level design. Il ne propose que 8 niveaux en tout, mais chacun est immense et parfois tentaculaire. Ils contiennent de nombreux chemins à explorer, chacun recelant des ressources ou des secrets. C'est pour ça qu'à titre personnel, je considère Turok non seulement comme un FPS, mais également, et peut-être surtout, comme un jeu d'exploration. Se représenter Turok comme un simple FPS, c'est se réserver une surprise et peut-être une déception. C'est peut-être pour ça que ces niveaux ont assez mauvaise réputation aujourd'hui, et on peut parfois lire ou entendre qu'il est facile de s'y perdre, et je pense pas que ce soit vrai dans l'ensemble. Les niveaux sont très grands, mais bien organisés, et il est assez difficile de s'y égarer, à condition d'être un minimum observateur et d'utiliser la très bonne automap fournie aux joueurs. Si on fonce tête baissée sans observer l'environnement, on peut parfois errer un peu. Mais là, c'est peut-être la faute du joueur qui n'aura pas vraiment compris à quel jeu il joue, ou qui n'adhère simplement pas au concept. Les clés de niveau nécessaires à la progression sont généralement assez faciles à trouver pour peu qu'on explore tous les chemins principaux d'un niveau, et débusquer les passages secrets vous permettra de mettre la main sur certaines armes en avance ou de trouver de grandes réserves de munitions ou de santé. Trouver ces passages est très agréable et deviendra l'un de vos objectifs pour peu que vous soyez sensible à cet aspect du jeu, et les récompenses sont souvent à la hauteur de l'effort. Encore une fois, Turok est à la croisée des chemins entre les pionniers du FPS et les expériences plus immersives et réalistes qu'on verra plus tard. Il tente de proposer un monde plus vaste et plus crédible, mais conserve des éléments rappelant les origines du jeu vidéo. Comme ces losanges qui donnent une vie supplémentaire quand vous en avez récolté 100, ou un power-up qui vous rend invincible et ralentit le monde autour de vous, tout en vous faisant vomir des yeux. Je peux pas m'empêcher d'imaginer Turok se taper un énorme trip quand je vois cet effet. Je suis certain que c'est voulu. Autre élément très arcade, certains ennemis de base réapparaissent régulièrement autour de vous. Ce phénomène est très clairement signalé aux joueurs par un effet de lumière et un effet sonore bien distinct, et impossible à manquer. Pour finir, j'aimerais évoquer la difficulté du jeu, ou plutôt la gestion de celle-ci, ou encore son rapport avec les plateformes modernes. Le jeu est sorti à la base sur Nintendo 64, ce qui signifie d'une part des contrôles beaucoup moins précis, et d'autre part une vitesse d'affichage très faible. Du coup, pas mal d'éléments sont faits pour être assez accommodants avec le joueur, comme une vitesse de déplacement très élevée par rapport à celle de la plupart des ennemis, ou une visée et des hitbox très conciliantes. Or, ce qui permettait juste de compenser les faiblesses du hardware à l'époque devient un vrai avantage sur les systèmes modernes. Du coup, Turok en difficulté normale devient une affaire totalement triviale sur PC, Xbox, PlayStation 4 ou Switch, que ce soit pour le combat ou pour la plateforme. On pourrait penser que la solution est toute simple et qu'il suffit de jouer en difficile, mais c'est plus compliqué que ça. Le jeu manque cruellement de subtilité dans l'équilibrage de ses différents niveaux de difficulté. Il est bien trop facile en normal, surtout avec les ennemis qui lâchent des munitions et un petit peu de santé en mourant, mais il est également très frustrant en difficile, car à peu près toutes les stats des ennemis sont augmentées, leurs dégâts, leur vie, leur vitesse et leur temps de réaction. Cette frustration est amplifiée par une certaine disparité entre de nombreux ennemis quasi inoffensifs et quelques autres capables de faire fondre votre vie en 2 secondes. Littéralement. Donc à vous de voir si vous souhaitez une aventure tranquille ou exigeante,
il n'y aura pas d'entre-deux. Et ne parlons même pas de la difficulté hardcore qui est un exercice en masochisme même pour les meilleurs joueurs. Turok a le cul fermement planté entre deux chaises pour plusieurs raisons. Il nous propose des niveaux bien plus grands et ouverts que tout ce qu'on connaît à l'époque, mais les remplit de phases de plateforme et de power-up dignes d'un épisode de Mario. Il nous présente des ennemis et des armes plus variés qu'aucun autre jeu de l'époque, mais des combats encore basés sur la même logique que ses prédécesseurs. Étrangement, c'est cet amalgame d'éléments nouveaux et classiques qui fait le charme de Turok. D'autant que l'ensemble est plutôt bien assemblé et que le résultat offre un ressenti assez naturel. Ce premier épisode de la saga a quelque chose d'unique et d'assez fascinant, ne serait-ce que par sa place particulière dans l'histoire du FPS. Alors soyons francs, le gameplay et l'équilibrage ont clairement vieilli. Si vous cherchez un jeu encore capable de rivaliser avec les standards modernes, passez votre chemin. Mais si vous voulez explorer un petit morceau d'histoire du FPS, Turok offre une expérience qu'aucun autre jeu n'a proposée depuis. Et si vous avez connu le jeu à l'époque de sa sortie initiale, la nouvelle version de Night Dive est de loin la meilleure et vous propose toutes les sensations de l'époque en 60 images secondes et en haute résolution. Alors foncez. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.